frappe de missiles sur la Russie et réunion d'urgence du gouvernement, accusation de sabotage à Moscou, réaction aux exigences de cessez-le-feu de Zelensky et la réponse de Kiev, la Turquie évoque une possible formule de paix, la presse occidentale analyse l'échec des patriotes américains en Ukraine, débat en Allemagne sur le service militaire, et enfin, sondage sur le soutien à Poutine et l'avenir de la Russie. Sur les réseaux sociaux, le moment est venu de passer à l'action. En Allemagne, le vote concernant la loi sur le service militaire a été repoussé. Les différents partis n'ont pas trouvé de compromis sur le passage d'un modèle volontaire à un service obligatoire, ce qui a mené le Bundestag à différer l'examen du projet de loi. Le principal point de désaccord concerne la proposition du ministre de la Défense Pistorius, qui suggère d'imposer le service militaire aux citoyens allemands uniquement si le nombre de volontaires s'avère insuffisant ou si la sécurité du pays se dégrade. Cependant, l'Union chrétienne sociale s'y est opposée fermement. Le chef du parti, Markus Söder, a qualifié cette idée de « devoir militaire creux » et a souligné que, face à un danger réel, l'Allemagne a besoin d'une défense authentique plutôt que d'une armée basée sur des formulaires à remplir. Le premier vote sur ce texte devait initialement avoir lieu le 9 octobre, mais désormais, le processus pourrait prendre une semaine supplémentaire, voire davantage. En Ukraine, une toute autre question de conscription est à l'ordre du jour. Récemment, de nombreux médias ukrainiens et russes ont rapporté une histoire insolite. Des employés du Centre territorial de recrutement, autrement dit des commissaires militaires, auraient enrôlé un chat. Une vidéo a même circulé sur les réseaux. Sur les images, on voit des personnes en uniforme militaire capturer un chat près d'une maison, emporter l'animal, puis s'éclipser rapidement à bord d'une voiture. Cet incident aurait eu lieu dans un village de la région de Kiev, mais le centre de recrutement régional a démenti l'histoire, affirmant qu'il s'agit d'une manipulation venue de Russie. Certains se sont interrogés sur la tenue des militaires visibles dans la vidéo. Portent-ils vraiment la tenue réglementaire du centre de recrutement? Après analyse, il apparaît que les groupes d'alerte ne portent jamais les chemises de combat aperçues dans la séquence, car ce n'est pas conforme au règlement. Malgré le démenti officiel, la version d'une mobilisation féline circule encore dans certains groupes ukrainiens. Selon cette rumeur, le chat, supposément appelé Murchik, vivait effectivement dans la région de Kiev, et des soldats l'auraient enlevé pour l'offrir à un enfant. Ils auraient d'abord envisagé d'aller dans un refuge, mais auraient finalement, sous l'influence de l'alcool, décidé d'emporter le premier chat croisé dans la rue. La véracité de cette histoire demeure incertaine. La guerre russo-ukrainienne semble dépourvue de sens. Kiev et Moscou sont appelés à trouver une formule pour mettre fin au conflit, bien que des exigences inacceptables soient posées de part et d'autre. C'est le message qu'a fait passer la diplomatie turque. Le ministre des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a déclaré que les contours d'un règlement commencent à se dessiner et qu'il est possible que les hostilités cessent bientôt. Il estime que Kiev comme Moscou cherchent à prouver qu'ils conservent la capacité de poursuivre la guerre, car toute faiblesse serait immédiatement exploitée par l'autre camp. Selon Ankara, l'obstacle principal à la paix réside dans la région de Donetsk et dans la demande de Poutine que Kiev cède à la Russie la portion du territoire actuellement sous contrôle ukrainien. Il s'agit d'environ un quart à un tiers de la région que la Russie n'arrive pas à conquérir. Moscou veut s'emparer de cette zone, tandis que l'Ukraine insiste sur son importance vitale pour l'intégrité du pays et refuse toute concession. La Russie menace de poursuivre la guerre à tout prix si ses revendications ne sont pas satisfaites, arguant qu'une concession ukrainienne ouvrirait la voie à d'autres pertes territoriales. Les deux parties campent sur leur position, et il devient nécessaire de rapprocher leurs points de vue. Le président Zelensky, qui avait auparavant refusé tout retrait de l'armée ukrainienne de cette partie du territoire, a récemment fait 2 déclarations retentissantes, largement commentées au-delà des frontières. Après une attaque ayant visé notamment Lviv, il a évoqué la possibilité d'un cessez-le-feu unilatéral dans le ciel, estimant qu'une telle mesure pourrait relancer les négociations diplomatiques. Il a appelé les États-Unis et l'Europe à agir pour contraindre Poutine à arrêter l'offensive. Cette suggestion a suscité beaucoup de débats et de questions. Si l'une des parties cesse le feu, que fera l'autre? En août, la présidence ukrainienne affirmait soutenir la proposition américaine d'un cessez-le-feu immédiat et reprochait à Moscou
de ne pas faire de même. À Moscou, la Douma considère que l'Ukraine a besoin d'une pause pour réorganiser sa défense antiaérienne, tandis que le Conseil de la Fédération estime que Zelensky agit sous l'influence de l'Occident, qui aurait exigé une telle déclaration. Pour beaucoup, l'appel de Zelensky relève donc davantage de la communication que d'une véritable intention politique, l'initiative de Kiev étant fortement influencée par des acteurs extérieurs. Zelensky, par ailleurs, a reproché à l'Occident son absence de réaction ferme, en soulignant que Poutine se moque ouvertement du silence et du manque de détermination des dirigeants européens. Selon lui, la communauté internationale se montre incapable de répondre efficacement à l'escalade permanente et à l'audace de ses frappes. La Russie, quant à elle, a rejeté toute proposition d'arrêt des hostilités ou même de suspension des bombardements. Poutine a commenté ses récentes interventions publiques, notamment lors des forums de Valdai et de Sotchi, soulignant qu'il n'avait aucune intention malveillante et qu'il se contentait d'exposer honnêtement sa vision des faits. Il a ajouté que la suite des événements dépendrait de la réaction des autres dirigeants, et que ses propos pouvaient plaire ou déplaire sans que cela soit son objectif principal. Et vous, quelle serait selon vous la formule idéale pour mettre un terme à la guerre, telle que l'a évoqué le ministre turc? Partagez vos idées dans les commentaires, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour relancer l'algorithme de YouTube après le week-end. Votre interaction est précieuse. Et bien sûr, abonnez-vous pour suivre l'actualité. Poursuivons. Parallèlement, à Kiev et dans plusieurs oblasts, les infrastructures continuent d'être visées, la Russie cherchant à exploiter les failles d'un système de défense anti-aérienne fragmenté, incapable de protéger totalement le pays des bombardements. C'est ce qu'explique un article du Washington Post. Les auteurs soulignent que Zelensky multiplie les appels à l'aide et insiste auprès de Washington et de l'Europe pour l'envoi de nouvelles batteries anti-aériennes Patriot, les seules capables d'intercepter de manière fiable les missiles balistiques russes qui sèment la terreur, frappant habitations, entreprises et sites civils. Malgré tout, même ces systèmes n'ont pas réussi à stopper certaines des récentes attaques, en partie parce que la Russie adapte sans cesse ses missiles pour contourner la défense, relèvant les experts. L'armée de l'air ukrainienne a réagi à cet article, notant l'évolution de la tactique russe et la difficulté croissante à détecter le grand nombre de missiles arrivant de différentes directions. Il précise que l'interception des missiles à trajectoire quasi-balistique est particulièrement ardue, car ces engins changent de cap à l'approche de la cible. Cela complique le travail des systèmes Patriot, qui fonctionnent en mode automatique et doivent calculer avec précision le point d'impact pour neutraliser la menace. Un incendie d'ampleur s'est déclaré sur un site stratégique à Moscou. Après plusieurs heures, les pompiers ont maîtrisé le feu dans un bâtiment de la zone économique spéciale Technopolis Moscou, où l'on développe notamment des drones. C'est un entrepôt de batteries qui s'est embrasé. Les médias russes rapportent qu'aucun impact de projectile n'a été relevé avant le sinistre. Cependant, à cause de l'intensité des flammes, qui se sont propagées sur plusieurs centaines de mètres carrés, la toiture de l'édifice s'est effondrée. Les autorités russes assurent avoir maîtrisé la situation, bien que l'origine de l'incendie reste inconnue à ce stade. Pendant ce temps, certains blogueurs militaires russes insinuent qu'il pourrait s'agir d'un acte de sabotage, d'autant plus qu'il s'agit d'un site crucial pour l'armée. À noter qu'à l'automne 2023, les États-Unis ont imposé des sanctions contre Technopolis Moscou. Pour ce qui est de Belgorod, la ville a été plongée dans le noir peu avant 22 heures, le 5 octobre, à la suite d'un nouveau tir, de missiles ayant visé la centrale thermique locale. Une réunion d'urgence du gouvernement s'est tenue dans l'heure. Après la série d'explosions survenues à Belgorod, d'autres déflagrations ont retenti à Kharkiv. Il convient de rappeler qu'à la fin du mois de septembre, la centrale de Belgorod avait déjà été ciblée. Et selon certains analystes occidentaux, il s'agissait d'un missile américain GMLRS. Vers minuit, une attaque a également eu lieu à Clancy, dans l'oblast de Briansk. L'Union européenne ne rechercherait pas la paix en Ukraine, mais bien la poursuite de la guerre. C'est du moins ce qu'a affirmé une nouvelle fois le Premier ministre slovaque Fico. Selon lui, si l'Union européenne déployait autant d'efforts pour la paix que pour soutenir la guerre, le conflit aurait déjà pris fin. L'objectif de la diplomatie slovaque, a-t-il ajouté, n'est pas la défaite de la Russie, mais l'arrêt rapide des effusions de sang, afin que, je cite, « les Slaves cessent de s'entretuer ».
Interrogé sur le projet de protection de la frontière orientale de l'OTAN contre les drones, Fico a nié l'existence d'un mur de drones. Il a jugé la situation absurde. Nous avons tous perdu la raison. En 2004, lors de notre adhésion à l'Union européenne, je croyais que c'était le seul projet garantissant la paix sur le continent. Aujourd'hui, l'Union se change de plus en plus en une puissance militaire. Les débats portent davantage sur la guerre que sur la paix. Nous devons reconnaître les graves erreurs commises récemment. Il s'est aussi interrogé sur la manière de motiver les jeunes Slovaques à partir au front. Quelle guerre? Qui représente une menace? Donald Trump a failli provoquer l'éclatement de l'OTAN il y a 7 ans, lors de son premier mandat, selon l'ancien secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, dans son livre cité par The Guardian. La rupture aurait pu se produire lors du sommet de 2018, quand Trump a menacé de retirer les États-Unis s'il n'obtenait pas une hausse immédiate des dépenses militaires à 2% du PIB. Stoltenberg raconte que le président américain a interrompu la réunion en lançant « Je pars ». Les leaders présents étaient abattus, conscients que la situation était au bord du gouffre, malgré les déclarations d'unité. Si le président des États-Unis décide de ne plus défendre ses alliés et quitte le sommet de l'OTAN en signe de protestation, alors le traité et ses garanties de sécurité perdent tout leur sens, a-t-il pensé. Après 70 ans de fonctionnement, l'Alliance aurait pu s'effondrer dès le 12 juillet 2018. Le tournant est venu quand le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, a souligné que, sous la pression de Washington, les Alliés avaient déjà augmenté leur budget de défense d'environ 33 milliards de dollars. Trump a ensuite remis un mot à Stoltenberg, exigeant une reconnaissance publique de ce progrès comme fruit de son leadership. Le secrétaire général a alors interrompu le sommet et a fait ce que Trump demandait, le privant de la parole de nombreux dirigeants. Trump s'est aussi emporté contre Netanyahou, lâchant des propos grossiers lorsque le Premier ministre israélien a à nouveau exprimé ses doutes sur un accord avec le Hamas, selon le média Axios, citant des sources fiables à la Maison-Blanche. Le 3 octobre, lorsque le Hamas a accepté la proposition de paix sur Gaza, Trump a appelé Netanyahou pour en discuter. Mais le Premier ministre israélien est resté sceptique. Exaspéré, Trump a qualifié Bibi de « perpétuellement négatif » et a lancé « C'est une victoire, accepte-la donc ». La majorité des Russes continue de soutenir l'action de Poutine en Ukraine, selon les résultats d'un récent sondage du centre Levada. Lorsqu'on les interroge sur leur état d'esprit des derniers jours, plus de 60% des personnes interrogées disent se sentir calmes et stables. Un peu moins de 20% évoquant des variations d'humeur entre le bon et le mauvais. Parmi ceux qui se déclarent optimistes, 66% estiment que la Russie suit la bonne voie, et presque autant, soit 65%, approuvent l'action de Poutine. Le centre Levada note que la proportion de personnes satisfaites de la situation reste élevée et change peu depuis un an. À l'inverse, 17% jugent que le pays s'engage dans une impasse ou sur une mauvaise voie. Ce sont surtout les répondants au niveau d'éducation moyen ou faible, environ 20%, et les moins aisés, dont 20 et 1% déclarent à peine subvenir à leurs besoins, qui partagent ce sentiment. Parmi les habitants des villages, 21%, et ceux qui se fient surtout aux réseaux sociaux et chaînes Telegram pour s'informer, respectivement 19 et 17%, adoptent aussi cette vision. Enfin, ceux qui n'approuvent pas l'action de Vladimir Poutine à la présidence, 77%. Et ceux qui ressentent récemment de la tension, de l'irritation, de la peur ou de la tristesse, 34%, partagent aussi ce pessimisme.